Savez-vous ce qui arrive quand on vole l'âme d'un peuple? Quand on arrache à une lignée son essence même, son lien sacré avec les ancêtres? Dans le village de Kossou, en Côte d'Ivoire, la famille Touré le sait trop bien. Depuis 1897, chaque premier-né de cette lignée meurt dans les heures qui suivent sa naissance, avant que le soleil ne se lève. Cette génération décimée. Cette fois le même cri déchirant d'une mère qui berce un corps déjà froid. Tout a commencé le jour où l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Kofi a vendu le masque sacré des Sénoufos à un colon français pour 3 pièces d'or. Un masque qui protégeait les premiers-nés depuis la nuit des temps. Et maintenant, en 2023, Kofi Touré, 32 ans, dernier survivant masculin de sa lignée, vient de tomber amoureux d'Aya Diabaté. Elle est enceinte. Et c'est un garçon. Écoutez bien ce qui suit, car c'est une histoire où l'amour devra affronter la colère des morts. Le village de Kossou s'étendait comme une blessure ocre au bord du lac artificiel qui avait englouti l'ancien village dans les années 70. L'air y sentait la terre latérite après la pluie, le poisson fumé des étals du marché, et cette odeur indéfinissable de temps suspendu qui caractérise les lieux hantés par trop de souvenirs. Les cases en banco côtoyaient quelques maisons en dur, et le soir, quand l'harmattan soufflait du nord, on entendait encore les tambours parleurs raconter des histoires que personne ne voulait plus écouter. Le baobab centenaire au centre du village portait gravé sur son écorce les noms de centaines d'amoureux, mais jamais aucun Touré n'y avait inscrit le sien. Ils savaient que l'amour, pour eux, était un luxe empoisonné. Kofi Touré avait grandi dans l'ombre de cette malédiction comme un arbre pousse tordu sous un vent constant. À 32 ans, il portait son nom comme une croix. Grand, la peau sombre comme l'ébène poli, il avait ses yeux qui voyaient trop loin, trop profond, comme s'il cherchait constamment une issue qui n'existait pas. Mécanicien de formation, il avait des mains calleuses qui savaient réparer n'importe quel moteur mais tremblaient dès qu'une femme les approchait. Son rêve secret? Aimer sans tuer. Être père sans devenir bourreau. Mais sa blessure la plus profonde, celle qu'il cachait même à sa propre mère, c'était cette certitude qu'il était né maudit, que son existence même était une insulte aux ancêtres. Il avait survécu parce qu'il était le second fils. Son frère aîné, Kwasi, était mort à 3 heures du matin, le jour de sa naissance. Kofi ne l'avait jamais connu, mais il portait sa mort comme une dette impayée. Aya Diabaté, elle, était l'opposé parfait de Kofi. À 28 ans, institutrice au village voisin de Boundiali, elle incarnait la lumière là où Kofi représentait l'ombre. Petite, ronde, avec une peau couleur miel et des tresses ornées de perles dorées qui tintaient quand elle riait, elle croyait en la vie avec une ferveur que rien ne semblait pouvoir entamer. Fille unique d'un griot et d'une guérisseuse, elle avait grandi entourée de contes et de plantes médicinales, convaincue que chaque problème avait sa solution, chaque poison son antidote. Son rêve? Fonder une grande famille, remplir une maison du rire des enfants. Mais sa faiblesse, qu'elle refusait d'admettre, c'était son obstination aveugle. Quand elle décidait quelque chose, les baobabs eux-mêmes auraient pu se déraciner qu'elle n'aurait pas changé d'avis. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt, au marché de Kossou, dans des circonstances qui auraient dû servir d'avertissement. Aya cherchait du tissu wax pour ses élèves quand un vendeur l'avait bousculé, renversant son panier de mangue. Kofi, qui passait par là, avait rattrapé une mangue en plein vol avec une précision de gardien de but. Leurs mains s'étaient touchées quand il lui avait tendu le fruit, et Aya avait senti une décharge électrique remonter le long de son bras. Lui avait reculé comme brûlé. « Pardon », avait-il murmuré en évitant son regard. « Pourquoi tu t'excuses » avait-elle ri. « C'est toi qui m'as sauvé mes mangues. »« Justement. J'aurais pas dû. » Il était parti sans se retourner, laissant Aya intriguée par ce détail qu'elle avait remarqué, une longue cicatrice en forme de croissant sur son avant-bras droit. Comme une lune brisée. Mais le destin, ou peut-être les ancêtres, avaient décidé qu'ils se reverraient. 3 jours plus tard, la moto d'Aya était tombée en panne sur la route poussiéreuse menant à Boundiali. Et bien sûr, c'était l'atelier de Kofi le plus proche. Elle l'avait regardé travailler en silence, fascinée par la tendresse avec laquelle ses mains abîmées manipulaient les pièces métalliques. Il évitait son regard comme on évite un précipice. « Tu as peur de moi ou quoi » avait-elle fini par demander, agacée. « Oui », avait-il répondu simplement. « Pourquoi ?»« Parce que tu es le genre de femme qui fait rêver les hommes. »« Et moi, mais rêves-tu »
Cette phrase aurait dû la faire fuir. Au lieu de ça, elle était revenue. Encore et encore. Elle apportait du attiqué et du poisson braisé qu'il mangeait en silence pendant la pause de midi. Puis les silences s'étaient remplis de mots. Il lui avait parlé de moteur, elle lui avait raconté ses élèves. Jamais de famille. Jamais d'avenir. Seulement le présent, fragile comme du verre. Le jour où tout avait basculé, c'était un vendredi. Le ciel était lourd, gorgé d'une pluie qui refusait de tomber. Aya était arrivée en larmes à l'atelier. Un de ses élèves, un petit garçon de 8 ans, était mort de paludisme la nuit précédente. Kofi, pour la première fois, l'avait prise dans ses bras. Elle avait senti son cœur battre contre sa joue, rapide et effrayé comme celui d'un oiseau en cage. Et sans réfléchir, elle avait levé son visage vers le sien. Le baiser avait goût de sel et de désespoir. Non, avait-il murmuré en s'arrachant à elle. Tu comprends pas, Aya. Je peux pas. Ma famille? Je m'en fous de ta famille. Avait-elle crié. C'est toi que j'aime. Toi. Le mot était lâché. L'amour. Ce mot interdit au Touré. Kofi l'avait regardé comme si elle venait de le condamner à mort. Il avait fallu 2 mois à Kofi pour céder. 2 mois pendant lesquels Aya avait assiégé son cœur avec la patience d'un fleuve qui érode la pierre goutte après goutte. Elle venait chaque jour, s'asseyait dans l'atelier, parlait de tout et de rien. Elle lui lisait des poèmes de Senghor, lui chantait des berceuses mandingues. Et petit à petit, l'armure de Kofi s'était fissurée. Un soir, alors que le soleil mourait dans le lac comme un fruit trop mûr, ils marchaient ensemble sur la digue. Kofi s'était arrêté près du baobab aux amoureux. Ma famille est maudite, Aya. Depuis 7 générations. Chaque premier-né mâle meurt avant l'aube de sa naissance. Mon frère. Mon grand-père. Mon arrière-grand-père. Tous. C'est pour ça que je peux pas, qu'on peut pas. Alors on fera une fille, avait-elle répondu avec un sourire têtu. Ou on sera très prudent. Il avait éclaté d'un rire amer qui ressemblait à des sanglots. Tu crois que c'est si simple? Tu crois que l'amour suffit à briser une malédiction vieille de plus d'1 siècle? Je crois que l'amour véritable peut tout, avait-elle affirmé en prenant son visage entre ses mains. Mon grand-père était griot. Il me disait, le lion ne craint pas la nuit parce qu'il porte le feu dans son cœur. Toi et moi, on est ce feu, Kofi. Cette nuit-là, sous le baobab, il avait gravé leurs 2 noms dans l'écorce. Le premier Touré depuis cette génération a défié la malédiction. Pendant 3 mois, ils avaient vécu dans une bulle d'amour clandestin. Kofi ne l'avait présenté ni à sa mère ni au village. Aya n'avait rien dit à ses parents. Ils se retrouvaient dans une case abandonnée au bord du lac, là où personne ne venait. Ils faisaient l'amour comme on se noie, désespérément, en sachant que chaque fois pourrait être la dernière. Et puis, un matin de septembre, Aya avait vomi le café au lait que Kofi lui avait préparé. Ils avaient attendu 2 semaines avant de faire le test. Enceinte. Le mot avait résonné dans la case comme un coup de tonnerre. Kofi était devenu blanc cendreux. On va voir un marabout, avait décidé Aya. On va trouver comment briser cette malédiction. Il n'y a pas de solution, avait-il murmuré. Tous ont essayé. Mon père a consulté 20 guérisseurs. Ma grand-mère a fait des sacrifices pendant des mois. Rien. Rien n'a jamais marché. Alors je vais avorter. Non. Le cri était sorti de lui comme une blessure ouverte. Il s'était effondré à ses genoux, la tête contre son ventre encore plat. Pardon. Pardon, mon amour. Mais je peux pas tuer notre enfant de mes propres mains. C'est déjà assez horrible comme ça. Aya avait caressé ses cheveux, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle avait eu peur. Vraiment peur. L'échographie avait confirmé leur pire crainte 3 mois plus tard. Un garçon. Le médecin, qui ne savait rien de la malédiction, avait souri en leur montrant l'écran. Kofi était sorti de la salle en courant. Aya l'avait retrouvé vomissant derrière l'hôpital, les mains tremblantes. On va se battre, avait-elle dit d'une voix qu'elle voulait ferme. Tu m'entends? On va se battre. Mais se battre contre quoi? C'est la mère de Kofi, Afoué,
qui leur avait raconté l'histoire complète. Une femme au visage labouré par le chagrin, qui avait perdu son premier fils et regardé son second vivre dans la terreur permanente. En 1897, avait-elle commencé d'une voix brisée, ton arrière-arrière-arrière-grand-père, Kofi l'Ancien, était gardien du masque sacré Kpélié. Un masque transmis de père en fils depuis la création de notre lignée. Il protégeait les premiers-nés, garantissait la fertilité de nos femmes, éloignait la mort des nouveau-nés. Un jour, un colon français est venu. Il offrait 3 pièces d'or. Une fortune à l'époque. Kofi l'Ancien a vendu le masque. Elle avait fermé les yeux, comme si elle revoyait la scène. Le soir même, le plus vieux griot du village est venu. Il a dit, tu as vendu l'âme de ton peuple pour de l'or. L'or ne nourrit pas les enfants, Kofi. Désormais, tous tes premiers-nés mourront avant que le soleil ne les voie. Pendant cette génération. Jusqu'à ce que le masque revienne. 3 mois plus tard, le premier petit-fils de Kofi mourait à la naissance. Depuis, 6 autres générations ont pleuré. Aya avait serré les poings. Et le masque? Où est-il maintenant? Au musée du Quai Branly. À Paris. J'ai cherché toute ma vie. J'ai écrit des lettres. Supplié. Mais ils refusent de le rendre. Ils disent qu'il appartient au patrimoine de l'humanité. Comme si l'humanité valait plus que la vie de nos enfants. Cette nuit-là, Kofi et Aya n'avaient pas dormi. Ils étaient restés enlacés, sentant le bébé bouger entre eux comme un petit poisson prisonnier. On va aller le chercher, avait déclaré Aya. Ce masque. On va aller à Paris et on va le récupérer. Tu es folle? Avec quel argent? Et comment on va convaincre un musée de nous rendre ce qu'ils ont volé il y a plus d'un siècle? Je sais pas. Mais je préfère mourir en essayant que vivre en ayant abandonné. Kofi l'avait regardé comme on regarde un miracle. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu risques tout pour moi? Parce que quand je te regarde, avait-elle murmuré en posant sa main sur son cœur, je vois pas un homme maudit. Je vois le père de mon fils. Les semaines suivantes avaient été un tourbillon. Ils avaient vendu tout ce qu'ils possédaient. La moto d'Aya. Les outils de Kofi. Ses bijoux en or à elle. Son terrain à lui. La mère de Kofi avait donné ses économies de toute une vie. Le père d'Aya, quand il avait enfin appris la vérité, avait pleuré puis ouvert sa calebasse de Cori. Le village entier s'était mobilisé. Parce que l'histoire des Touré était aussi l'histoire de Kossou. La blessure d'un colonialisme qui avait volé plus que des objets, il avait volé les âmes. Aya était enceinte de 7 mois quand ils ont pris l'avion pour Paris. Son ventre était si rond qu'elle pouvait à peine s'asseoir. Kofi ne l'avait pas quittée des yeux une seconde pendant les 11 heures de vol, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Paris en janvier les avait accueillis avec un froid qui mordait les os et une indifférence glaciale. Le musée du Quai Branly se dressait comme une forteresse de verre et de béton, protégeant jalousement ses trésors volés. Ils avaient demandé une audience. On leur avait ri au nez. Vous n'êtes pas les premiers, avait dit une conservatrice blonde au sourire condescendant. Nous recevons des centaines de demandes de restitution chaque année. Il y a des procédures. Des protocoles. Cela peut prendre des années, vous comprenez? Mon fils n'a pas des années, avait crié Aya. Il naît dans 2 mois. Je suis désolée, madame. Mais les émotions personnelles ne peuvent pas dicter la politique muséale. Ils étaient sortis sonner, perdus dans cette ville immense et hostile. Kofi avait marché pendant des heures, Aya à ses côtés, le ventre tendu sous son pagne. Et puis, dans une rue près de Montmartre, ils avaient croisé un vieil homme noir qui vendait des masques africains aux touristes. Touré, avait murmuré l'homme en regardant Kofi. Je connais votre histoire. Il s'appelait Mamadou Keita. Griot malien de 85 ans, exilé en France depuis les années 60. Il les avait emmenés dans sa chambre minuscule et leur avait offert du thé à la menthe. Le masque que vous cherchez, avait-il dit en allumant sa pipe, je l'ai vu. Il y a 3 ans. Lors d'une exposition temporaire. Et je peux vous dire une chose, il pleure. Aya avait frissonné. Un masque ne pleure pas. Celui-là, oui. J'ai vu des larmes de résine couler de ses yeux de coquillage. Il veut rentrer.
Et il sait que vous êtes là. Mamadou leur avait expliqué qu'il connaissait un conservateur sympathique, un jeune homme dont la femme était camerounaise et qui avait honte du passé colonial de la France. Il pourrait peut-être organiser une visite privée. Pas une restitution officielle, non. Mais une connexion. La nuit suivante, ils s'étaient retrouvés dans les réserves du musée. Il était minuit passé. Le conservateur, un homme aux cheveux gris nommé Thomas, les avait conduits dans une salle aux murs couverts d'étagères métalliques. Il avait sorti une boîte de bois. À l'intérieur, enveloppé dans du tissu blanc, le masque Kpélié. Kofi avait sangloté en le voyant. C'était un masque de bois noir, long visage aux yeux en amande incrustés de cori, surmonté d'une coiffe sculptée représentant un kalao. Magnifique. Terrible. Et oui, comme l'avait dit Mamadou, de la résine fraîche coulait de ses yeux comme des larmes. Mes ancêtres, avait murmuré Kofi en langue sénoufo. Pardonnez-nous. Pardonnez l'erreur du vieux Kofi. Aya avait posé les mains sur le masque. Il était chaud. Vivant. Elle avait senti le bébé donner un coup de pied violent, et une douleur fulgurante lui avait traversé le ventre. Le travail commence, avait-elle allaité. Kofi, le bébé arrive. La panique. Thomas leur avait dit qu'il ne pouvait pas sortir le masque, c'était impossible, ça déclencherait toutes les alarmes. Mais Kofi s'en fichait. Il avait pris le masque, l'avait serré contre lui, et avait couru vers la sortie en portant Aya de son autre bras. Les alarmes avaient hurlé. Des agents de sécurité avaient surgi. Thomas avait crié qu'il assumait la responsabilité. Le chaos. Ils avaient réussi à sortir, ne me demandez pas comment. Peut-être les ancêtres. Peut-être la chance. Peut-être simplement qu'un homme désespéré est plus fort que n'importe quelle sécurité. Un taxi les avait emmenés à l'hôpital le plus proche. Aya perdait les os, hurlait de douleur. Le masque était serré entre les bras de Kofi comme un nouveau-né. L'accouchement avait été terrible. 12 heures de travail. Aya avait cru mourir. Kofi n'avait pas lâché le masque une seule seconde, le tenant au-dessus du ventre de sa femme comme un talisman. Les médecins français le prenaient pour un fou, mais ils le laissaient faire. À 5h47 du matin, alors que Paris s'éveillait sous une neige fine, le bébé était né. Un garçon. Parfait. Avec les yeux de sa mère et le nez de son père. Il avait poussé un cri puissant qui avait fait vibrer les murs. Kofi regardait l'horloge. 5h47, le soleil se levait à 6h12. Encore 25 minutes. 25 minutes entre la vie et la mort. Il avait posé le masque sur le front du bébé, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine le tenir. Tiens bon, mon fils. Tiens bon. S'il te plaît. 6 heures, le bébé respirait. Ses petits poings serrés contre sa poitrine. 6h05, toujours là. Toujours vivant. 6h10, Aya pleurait, Kofi priait dans toutes les langues qu'il connaissait. 6h12, le soleil perçait à travers les fenêtres de la maternité. Un rayon doré qui venait caresser le visage du nouveau-né. Et le bébé avait ouvert les yeux. Kofi avait hurlé. Un cri de joie tellement puissant, tellement libérateur, que toute la maternité s'était tue. Aya riait et sanglotait en même temps, serrant leur fils contre elle. Le masque, entre leurs mains, avait cessé de pleurer. Ils avaient appelé leur fils Kofi Masséni. Kofi comme l'ancêtre qui avait commis l'erreur. Masséni qui signifie « la rédemption » en sénoufo. Les autorités françaises les avaient laissés partir sans les poursuivre, peut-être par honte, peut-être parce que l'histoire avait fait le tour des médias et que l'opinion publique était de leur côté. Le masque était rentré à Kossou avec eux, dans les bras de Kofi, comme un membre de la famille. Le retour au village avait été triomphal. Tout Kossou était venu les accueillir avec des tambours, des danses, des youyous. Le masque avait été replacé dans la maison sacrée, sous la garde d'un nouveau gardien. Cette fois, personne ne le vendrait. Jamais. 2 ans plus tard, je les ai revus. Kofi Masséni courait entre les cases, riant aux éclats, poursuivant les poulets. Un petit garçon solide et joyeux qui ne savait rien encore de la malédiction qu'il avait brisée simplement en respirant. Kofi et Aya avaient eu une fille entre-temps. Aïcha. Née sans drame, sans peur.
Juste de l'amour. Tu sais ce qu'on a appris? M'a dit Aya en préparant du riz au gras dans sa cour. Que les malédictions ne se brisent pas avec la magie ou les sacrifices. Elles se brisent avec le courage. Le courage d'aimer malgré la peur. Le courage de se battre contre l'injustice. Kofi, assis à l'ombre du baobab, regardait son fils jouer. Sur l'écorce, leur nom était toujours là. Mais maintenant, en dessous, il y avait gravé « Kofi Masséni Touré. Premier-né de la 8e génération. Vivant. » Voilà, mes amis. C'est l'histoire de comment l'amour d'une femme têtue et le courage d'un homme brisé ont vaincu 126 ans de malédiction. C'est l'histoire de comment un masque volé a pleuré jusqu'à rentrer chez lui. C'est l'histoire de la colonisation et de ces blessures qui ne guérissent jamais vraiment, mais que l'amour peut panser. Les vieux du village disent ceci, un seul doigt ne peut pas ramasser un caillou. Kofi et Aya l'ont prouvé. Seuls, ils auraient échoué. Ensemble, avec l'aide de leur communauté, de ce vieux griot parisien, de ce conservateur au cœur juste, ils ont accompli l'impossible. Le masque Kpélié veille toujours sur Kossou. Et parfois, les nuits de pleine lune, on dit qu'on peut entendre un griot invisible chanter près du baobab, l'amour véritable ne connaît ni malédiction ni frontières. Il traverse les océans. Il défie les musées. Il brise les chaînes du passé. Car voyez-vous, certaines histoires d'amour ne sauvent pas seulement 2 cœurs. Elles libèrent cette génération.